Eh bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du troisième cours magistral de développement de l'enfant et de l'adolescent. Alors ce cours magistral va parler du développement cognitif, mais attention, on va parler que d'une partie, il y aura plusieurs cours magistraux sur cette thématique du développement cognitif. Alors dans ce cours, le développement cognitif présenté n'est pas exhaustif. Ainsi, nous allons nous pencher plus spécifiquement sur la mémoire, les fonctions exécutives et la théorie de l'esprit. Il n'y a rien que dans ce cours magistral-là, on ne parle que d'une partie du développement de la mémoire. On peut vous dire, il y a peut-être un deuxième, enfin il y aura sûrement, certainement un deuxième, et peut-être même un troisième cours magistral sur le développement cognitif. Autrement dit, on passe à chaque chapitre. Et je commence tout de suite à parler du développement de la mémoire. Alors la mémoire est un ensemble complexe de différents systèmes représentés aujourd'hui par les modèles de Turing et de Baddeley. Donc là, on va faire un petit rappel, Turing-Baddeley. Alors Baddeley, c'est tout simplement un modèle qu'il a fait autour de la mémoire de travail, où il met la boucle phonologique pour le traitement des informations auditives, le capin visuel pour le traitement des informations spatiales et visuelles, le buffer épisodique, l'administrateur central, et ben voilà, c'est tout simplement sa représentation de la mémoire de travail. Quant à Turing, on a bien dit dans le modèle SPI, mais sur Internet, on trouve que des modèles hiérarchiques, a priori, en forme de pyramide. Donc le modèle SPI, ce n'est pas celui-là, le modèle SPI, c'est pour sériel, comment dire, parallèle et indépendant. Au sens où, selon ce modèle-là, pour stocker, non, pour encoder l'information, on aurait besoin des systèmes de mémoire inférieurs, entre guillemets. Chaque mémoire aurait son propre stockage, et la, comment dire, je trouve plus le mot. Ah oui, et la récupération de l'information se fait indépendamment, donc chaque système en gros a son propre aussi système de récupération et ne dépend pas des autres systèmes de mémoire. Et je rappelle les cinq principaux types de mémoire. On a la mémoire euh, perceptive en fait, la mémoire procédurale, la mémoire euh, sémantique en troisième, je me souviens plus. Après c'est pas bien grave l'ordre. Mémoire sémantique, mémoire de travail et mémoire épisodique. Désolé pour la qualité, l'image est vraiment dégueulasse. Donc après ce petit rappel, au cours de l'enfance, nous pouvons observer un développement hiérarchique de la mémoire. Il part du système le plus orienté vers l'action, c'est-à-dire la mémoire procédurale, vers celui qui semble être le plus complexe, à savoir la mémoire épisodique. Et commençons tout de suite par parler des phases de mémorisation. Alors je vous ai un petit peu dit déjà, avec le modèle Turing surtout, ses principales phases. Alors la mémorisation se passe en 3 phases successives. On a l'encodage, le stockage et la récupération. Au cours d'une étude de Brennard et ses collaborateurs en 1990, les chercheurs ont pu distinguer 2 types de représentations. Celle littérale, où en fait elle contient les détails spécifiques de la situation, et les représentations essentielles, où en fait il n'y a que la signification des événements vécus. Ça donne du sens à ce qu'on a perçu. Les 2 représentations sont systématiquement encodées, mais les représentations littérales se conservent moins longtemps que les essentielles. Lorsque l'on demande à des enfants de raconter l'histoire qu'ils viennent de percevoir, les enfants prennent plus d'attention aux informations littérales. C'est-à-dire que dans l'histoire, ils préfèrent se tourner vers les détails plutôt que de raconter le sens de l'histoire en lui-même. Ainsi, cette focalisation sur le moins durable en stockage, c'est-à-dire les informations littérales, pourrait être à l'origine d'oublis plus fréquents comparés à des adultes. En fait, ils ne prennent pas en compte ce qui resterait plus longtemps dans le stockage, tout simplement. La mémorisation vient se renforcer avec l'augmentation des capacités de stockage. Ainsi, surtout avant 6 ans, les souvenirs peuvent être modifiés, plus ou moins facilement. En fait, le souvenir peut être perturbé par toute information se plaçant entre la phase d'encodage et de récupération.
les phrases suggestives font que l'enfant va intégrer l'information dans son souvenir, et ainsi ce souvenir va finir complètement modifié. On peut prendre l'exemple d'histoires de famille sur notre petite enfance, tellement racontées que le souvenir que nous en avons est peut-être loin de ce que nous avons réellement perçu. La récupération du souvenir peut aussi être différente selon la question. Une question globale fera que l'enfant aura tendance à omettre certaines informations importantes, alors qu'une question plus spécifique peut permettre d'accéder à plus de détails. Finalement, le meilleur moyen d'accéder au souvenir d'un enfant est de faire une récupération active, c'est-à-dire active au sens où on lui fait récupérer l'information peu de temps après qu'il l'ait encodée, donc ça diminue le risque de modification, donc dans laquelle on pose une question précise, sans orientation, orientation au sens où si on dit des phrases suggestives, il risque de l'inclure, tout en incitant l'enfant à se remémorer d'un événement. Passons maintenant à la mémoire procédurale. Cette mémoire est la plus primaire et permet de pouvoir développer nos compétences, notre savoir-faire. On peut prendre l'exemple du vélo ou encore la capacité à résoudre une équation. Cette mémoire stocke des automatismes sensorimoteurs. Ils sont récupérés inconsciemment et ces actions ne peuvent que difficilement être vocalisées. Par exemple, si quelqu'un me demande comment on conduit une voiture, ça va un peu être compliqué à expliquer, à décrire, tellement que ces gestes sont automatiques. Cette mémoire est mise en place dès les premiers mois. Donc, on a une expérience de Rovi Collier où c'est tout simplement un enfant qui apprend à bouger le mobile qui est au-dessus de lui grâce à un ruban qui lie le mobile à son pied. En bougeant le pied, il fait bouger le mobile et petit à petit, il comprend ce geste et il finit par le faire presque automatiquement. Alors, cette mémoire se développera tout le long de l'enfance et aussi durant l'adolescence. En fait, elle va juste devenir plus efficace. Cette mémoire peut servir de fondation à de futures compétences plus complexes et a un impact sur les autres systèmes de mémoire. Comme on voit, c'est la plus primaire, donc c'est elle qui est tout en bas du système hiérarchique de Turing, ici. Passons maintenant à la mémoire sémantique. Cette mémoire est responsable de la signification donnée aux mots. Elle contient aussi l'ensemble de nos connaissances sur le monde. Elle est très étroitement liée au développement langagier et est souvent étudiée chez l'enfant en âge préscolaire, où le vocabulaire n'est pas encore trop abondant. Pour cette mémoire, les chercheurs utilisent principalement des modèles prolongés de celui de Collins et Killian en 1969. Donc là, pour ce modèle, je vous conseille de revoir le cours de L2 de mémoire, ou sinon d'aller voir sur internet, parce que c'est vrai qu'il est un petit peu complexe à expliquer. Là, j'ai pas vraiment fait de petits dessins pour ça, donc je m'en excuse, mais je pense que ça serait plus simple que vous, pour vous d'aller voir par vous-même. Après 6 ans, on étudie principalement l'effet de la scolarisation en étudiant le vocabulaire stocké en mémoire. Ehrlich et ses collaborateurs en 1978 ont étudié le cas de 2500 élèves de CE1, du CE1 à la CM2. Ils ont obtenu comme résultat que les enfants apprenaient en primaire en moyenne 1300 mots par an, que les enfants de CM2 pouvaient avoir jusqu'à 9000 mots de vocabulaire stockés en mémoire sémantique. Lurie et ses collaborateurs en 1997 ont quant à eux étudié ce vocabulaire avec des collégiens. Ces collégiens ont été suivis de la 6e à la 3e. Ils ont noté un vocabulaire encyclopédique correspondant aux nouveaux mots apparaissant dans les manuels scolaires pour 8 matières différentes. Ainsi, 2500 nouveaux mots sont présents dans les manuels de 6e et en cumulé, 17 000 nouveaux mots sont présents lorsqu'on va jusqu'à la 3e. Ils ont parallèlement fait leur étude en donnant des QCM de vocabulaire à chaque fin d'année aux élèves de 8 classes différentes, toujours 8 classes suivies, de la 6e à la 3e. Dans ce questionnaire,
100 nouveaux mots par matière y apparaissaient. Donc ça fait quand même un beau total de 800 mots. On demandait si peut-être s'ils connaissaient ou un QCM pour donner une définition. Ils devaient peut-être cocher la bonne. Il n'y a pas eu plus de détails, on sait juste que c'est des QCM. Les chercheurs ont mesuré le taux de mots appris au cours des années. Alors, ils ont observé une très grande disparité entre les élèves, avec notamment un écart qui se creusait au cours des années entre les moins et les plus performants. Donc la capacité à apprendre les nouveaux mots a été aussi corrélée aux performances scolaires. Et c'est là qu'on se demande que si finalement, en fait, le premier de la classe, c'était juste celui qui avait une mémoire de cheval. Voilà. On peut parfois se demander ça. Après, c'est vrai que les maths, notamment avec les équations, ça peut être aussi en partie procédural, mais ça reste de la mémoire, quoi. Sur ce, poursuivons. Schneider et ses collaborateurs en 1989 ont démontré de leur côté l'importance de l'expertise dans un domaine. Ils ont fait une expérience avec des enfants âgés de 8 à 12 ans, experts ou novices en football, et avec un langage verbal faible ou élevé, c'est-à-dire le vocabulaire tout simplement. Les enfants devaient lire un texte sur le thème du football, dans lequel ils devaient mémoriser les détails, détecter certaines contradictions et aussi inférer certaines phrases. Alors, inférer une phrase, c'est par exemple quand on prend l'exemple de tirer trop haut, quand on dit que le buteur a tiré trop haut, buteur, je sais pas si on dit buteur. Bon, si le joueur a tiré trop haut, eh ben on peut inférer qu'il n'a pas marqué de but. Alors, parmi les quatre groupes d'enfants, donc oui, 2VI au sens où il y a expert novice, grand langage, faible langage. Les experts même avec un langage verbal faible ont mieux réussi que les enfants novices. Et ce, quel que soit leur niveau verbal. Donc c'est-à-dire qu'un enfant avec un langage verbal faible, mais expert en football, sera meilleur que n'importe quel enfant novice. Ainsi, on peut voir que les connaissances dans un domaine peuvent venir contrebalancer une faiblesse. Excusez-moi, j'ai dû mettre en pause. Hop, on reprend tout de suite avec la mémoire épisodique. Cette mémoire est responsable de nos souvenirs personnellement vécus. Elle intègre dans le souvenir le contexte spatio-temporel. Elle permet un sentiment de reviviscence, donc l'exemple de la Madeleine de Proust, où au sens on revit l'action comme si on presque était dans le présent, quoi. Et ce sentiment de reviviscence est spécifique à la récupération de ce type de mémoire. Donc il n'y a que la mémoire épisodique qui permet d'avoir une reviviscence. On appelle recollection le fait de récupérer des informations passées. Cette mémoire est dite à conscience autonoétique, car nous pouvons consciemment revivre le souvenir, au contraire de la mémoire procédurale dite anoétique, au sens où on n'a même pas conscience qu'en fait ce qu'on fait c'est un ensemble de gestes basés sur des informations en mémoire. Alors cette mémoire est à différencier de la mémoire autobiographique qui regroupe l'accumulation de tous nos souvenirs, avec une composante sémantique et épisodique. Alors pour illustrer les différences entre ces deux mémoires, nous allons parler du paradigme principal utilisé pour chaque mémoire. Le paradigme Remember Now, proposé par Tulving en 1985, est utilisé pour la mémoire épisodique. L'individu doit reconnaître une liste de mots présentés ainsi que le moment où l'encodage s'est déroulé. Donc il doit savoir quand il a appris cette liste de mots. Le paradigme Elsie est utilisé pour la mémoire autobiographique. Le sujet doit raconter des événements passés importants de sa vie. Chaque épisode peut être équivalent au chapitre d'un roman. Donc Elsie c'est un acronyme pour... je sais plus trop. Désolé. La mémoire épisodique est sans doute la plus complexe de toutes les mémoires et se développe très lentement et tardivement. Cela est dû à une maturation lente des processus de récupération ainsi que du développement des connaissances sémantiques pour mieux décrire ce qui s'est passé. Entre 2 et 4 ans, l'enfant aura tendance à décontextualiser ses souvenirs et à se concentrer uniquement sur les faits. Par exemple, lorsqu'on lui demandera de raconter une journée d'école. Il dira par exemple qu'il a fait du dessin, il ne dira pas où, avec qui, quand.
Alors, ils n'ont en réalité pas la source de leurs souvenirs, donc voilà, à quel moment, ou avec qui. Ce qui est en fait la spécificité même de la mémoire épisodique. Donc la source, le contexte, c'est un peu semblable quoi. Les enfants de cet âge n'ont donc qu'une conscience de soi limitée au temps présent. En fait, ils n'ont pas de conscience de soi d'eux dans le passé. Sa mise en place débute souvent autour de 5 ans et se développera jusqu'à l'adolescence. Donc là, je parle bien évidemment de la mise en place de la mémoire épisodique. Cette évolution de la mémoire épisodique a pu être testée avec le paradigme Remember Now. Avant 5 ans, les enfants n'ont qu'un sentiment de familiarité, donc l'équivalent du Know, mais ne peuvent pas dire quand l'information leur a été donnée, la partie Remember. Ces recherches sur la mémoire épisodique durant la petite enfance restent difficiles à mettre en place à cause de la nécessité d'un certain langage verbal pour bien décrire la récupération de l'information. Je me suis aussi posé la question, c'est est-ce que quand on a moins de 6 ans, on a une notion de temps? Par exemple, souvent avant 6 ans, on ne sait pas trop lire l'heure. Donc est-ce que tu sais ce que ça représente 20 minutes? Voilà, je me posais juste cette question. Passons maintenant au dernier type de mémoire pour ce cours magistral, la mémoire autobiographique. Différents types de recherches sont effectuées pour évaluer l'évolution de cette mémoire. Ainsi, des situations écologiques standardisées peuvent être utilisées. Donc par exemple, on utilise l'alarme incendie à l'école. L'enfant doit se rappeler quand ça a eu lieu. Ou plutôt, quand ça s'est passé, enfin bref, vous avez compris. Ou encore l'utilisation d'adultes qui doivent se rappeler de divers souvenirs de leur enfance. Les chercheurs peuvent utiliser des questions globales, spécifiques ou encore des photographies. Divers intervalles de temps peuvent être utilisés, de quelques mois à quelques années. Ces travaux ont permis de découvrir que les souvenirs s'organisaient et se complexifiaient avec l'âge. Alors, s'organiser au sens où il y avait un ordre chronologique plus précis, ça n'est passé avant ça, et aussi complexification au sens où il y a plus de détails qui réapparaissent en fonction de l'âge à laquelle le souvenir a eu lieu. Attention, ce développement de la mémoire autobiographique s'explique finalement par le développement de ces deux composantes, la mémoire épisodique et sémantique. Donc, mémoire sémantique, juste, c'est le langage, c'est le vocabulaire, ce que connaît l'enfant au niveau de la langue. Avant 6 ans, l'enfant ne va raconter des souvenirs que si on lui demande, toujours en ne décrivant que les faits et en n'allant pas dans les détails. On peut expliquer cela aussi par la fragilité du stockage de l'enfant. Donc voilà, petit retour à la page 1, au sens où il est sensible aux phrases suggestives, tout ci, tout ça. Donc il pourrait mettre l'enfant dans un état de confusion où il n'est pas sûr d'avoir réellement vécu un événement. Donc effectivement, à cet âge-là, l'enfant peut croire qu'un souvenir est en fait son imagination, ou que son imagination est en fait un souvenir. Cette dissociation entre l'imaginaire et le réel se développe jusqu'à 10 ans. Alors pour conclure sur ces premières mémoires, nous pouvons dire que les informations essentielles restent stables en termes de... Le mot me bloque à chaque fois, c'est incroyable. En termes de... Oh là là, c'est toujours pareil. En termes de récupération, oh là là. Je sais pas pourquoi j'ai du mal avec récupération, donc bref. Pour conclure sur ces premières mémoires, oui je recommence, nous pouvons dire que les informations essentielles restent stables, donc on aura toujours la même quantité de récupérées, alors que les informations littérales, c'est-à-dire le contexte, les précisions dans l'événement, se développent avec l'âge. L'explication la plus probable est la différence de développement entre la mémoire épisodique et sémantique. Bien évidemment, les deux sont fortement liés avec le langage, donc finalement on peut aussi se poser la question de est-ce que l'enfant n'a pas de mémoire épisodique ou est-ce qu'il est juste pas en capacité de verbaliser ce qu'il a vécu. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.